Catherine Colomb elle constitue une sorte de secret bien gardé, déjà parce que elle demande à être apprivoisée. C'est quand même un auteur qui était considéré, certes comme un auteur difficile, mais quand même un auteur qui avait un peu une stature de classique. On découvre un texte qui se présente un peu comme un texte d'avant-garde, et puis on découvre qu'il est écrit par la femme du bâtonnier de l'ordre des avocats vaudois. Et donc oui, il y a quelque chose quand même assez étonnant. Alors en effet, c'est une réception. C'est déjà l'émergence d'une œuvre qui est très compliquée, qui est rendue compliquée par sa condition de femme au XXe siècle, par sa condition de femme bourgeoise. Et quand elle est interviewée aussi, elle pêche par maladresse. Voilà, elle va plaisanter sur le fait qu'elle lit du roman photo, du roman policier, puis elle va pas parler sérieusement de littérature. Donc il y a des occasions manquées aussi. Et elle est restée cachée finalement derrière son rôle d'épouse de notable, de mère aimante, de vaudoise, comme elle aime à le dire, alors qu'elle est une femme de lettres exceptionnelle et on peut le dire, une érudite. Disparue en novembre 1965, Catherine Colomb a d'abord été quelque peu négligée, puis finalement redécouverte. Comment expliquer que cette écrivaine essentielle soit demeurée si longtemps confidentielle ? Pourquoi la lire aujourd'hui ? Et comment son œuvre nous permet de percer à jour le mystère Colomb, maîtresse de maison accomplie et auteure d'une œuvre romanesque singulière, certainement l'une des plus importantes du XXe siècle. Catherine Colomb, aux abîmes de la mémoire, une série documentaire proposée par le Centre des littératures en Suisse romande de l'Université de Lausanne. Épisode 4, un regard lucide sur l'histoire et le temps. Alors, probablement que je suis un des derniers à l'avoir rencontré, furtivement d'ailleurs, parce que j'avais fait partie du jury du prix Rambert, qu'il a couronné en 1962. C'est là que je l'ai découverte d'ailleurs. Pierre-André Reben, écrivain et critique littéraire. Et puis, j'avais fait un article. Elle avait lu cet article, elle m'avait immédiatement écrit « Ah, je suis immensément heureuse que des jeunes gens me lisent, venez chez moi. » Et puis, alors moi j'étais jeune, encore assez modeste. Et puis j'étais allé là-bas, j'étais émerveillé qu'une grande auteure m'accueille comme ça. Et puis on avait parlé très librement de son œuvre. Et puis elle était extrêmement paisible, douce, mesurée, attentive. Elle avait un regard très, très curieux, si j'ose dire. Et puis soucieuse de bien accueillir. Quel genre de femme était-elle ? Est-ce que c'était quelqu'un de particulièrement social ou... Oui, très social, mais en même temps assez renfermée. Elle avait besoin de ses heures de tranquillité pour écrire, justement. Elle gardait ça, c'était son domaine secret à elle. Françoise Raymond, belle-fille de Catherine Colomb. L'endroit où elle était chez elle, vraiment. Et puis alors, par ailleurs, elle s'efforçait avec beaucoup de soin d'être la femme qui recevait pour son mari, qui était la bourgeoise, si on peut dire. Elle n'aurait pas aimé ce nom, moi non plus. Mais j'entends suivre les habitudes, disons, de la société autour d'elle. Il y avait le côté femme de la bonne société lausannoise. D'ailleurs, elle insistait sur cet aspect parce qu'elle l'assumait avec un certain plaisir. Alors, c'était à Prilly. Juste, la famille avait une immense propriété qui s'appelle les Patios, une maison de maître, de nouveau, comme on dit, parce qu'elle était faite pour ces belles grandes maisons, où elle avait passé toute sa vie. Et puis là, mais elle avait construit une petite bicoque à côté, ce qui est assez conforme à la position qu'elle voulait avoir par rapport au reste du monde, à la fois totalement intégrée, et puis ça vaut aussi par rapport au milieu littéraire. On disait, mais je ne sais pas si c'est vrai, qu'elle ne communiquait que par des petits billets qu'elle faisait passer. En tout cas, elle voulait être tranquille pour elle dans cette maison qui avait un petit côté colonial. C'était des planches blanches, ouais. Je me rappelle, elle m'avait servi des sandwichs au concombre parce qu'elle était anglophile, puis c'est un peu british, les sandwichs au concombre.
Beaucoup de gens nous parlent d'elle, et donc vraiment on essaie de se faire une image de plus en plus, qui devient de plus en plus précise, mais tout le monde avait quand même conscience que c'était une écrivaine. C'est resté à sa demande, justement, assez secret, assez anonyme. Et justement, avant qu'il y ait eu discussion pour le prix Rambert, au fond, on en parlait peu à l'extérieur. Et puis, ses premiers romans étaient quand même un tout petit peu scabreux par certains côtés, disons, pour l'époque. Tu as l'air fatiguée, Valérie. Des clous, ma tante. Je ne suis pas fatiguée du tout. Tu as tes règles alors ? Au fond, est-ce que tu les as encore ? Mais bien sûr, ma tante, quelle question. Constipée alors ? Prends donc une pastille dans ma boîte de Dinabil. Tiens, il me semble que tu as moins de cheveux que la dernière fois. Tu ne devrais pas porter la raie au milieu. Quand tu portais la raie de côté, ça donnait à ta figure un cachet qu'elle n'a pas. Elle se carra dans son fauteuil. 40 ou 80 ans, quelle importance. Fini l'amour, le bakouni sur sa barque, les valses qui déchirent le cœur. Ah, les femmes vivent trop longtemps. Elle caressait la boule d'eau chaude posée sur son ventre. On sentait le printemps aujourd'hui. Les boulangers et les charrons quittaient leur comptoir et détachaient leur bateau au bout du jardin. Leurs remplaçants bâillaient et se curaient le nez. Catherine Colomb, Le temps des anges. Comment expliquer que Catherine Colomb soit restée si longtemps confidentielle, son œuvre demeurant non disponible durant des décennies avant d'être finalement redécouverte et à nouveau publiée ? C'est une autrice suisse romande qui parle de Suisse romande. Donc c'est pas Nicolas Bouvier qui parle du monde entier et qui est beaucoup lu en France. C'est vraiment... elle parle de quelque chose de très spécifique. Amilou Parsons, étudiante, faculté des lettres de l'Université de Lausanne. Rien que le fait qu'elle soit une autrice suisse romande, ça fait qu'elle est dans une sorte de... presque double peine, oui, c'est ça. Oui, moi je pense qu'il y a plusieurs raisons, des raisons sociologiques, des raisons littéraires, des raisons éditoriales. Anne-Frédérique Schlepfer, chargée de cours au département de langue et de littérature française de l'Université de Genève. Bon, c'est une femme auteure qui n'a jamais ou très peu commenté son œuvre, donc elle n'a pas préparé la réception de son travail. Elle n'a pas laissé des écrits qui pourraient aider les lecteurs, les chercheurs à entrer dans cette œuvre. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui la prétérite dans une certaine mesure, parce que des auteurs très difficiles contemporains, comme les romanciers anglais, mais les nouveaux romanciers en France, ils ne cessent d'écrire ce qu'ils font, de dire ce qu'ils essaient de faire. Donc ça nourrit évidemment un goût chez les lecteurs. Et les femmes auteurs dans l'histoire littéraire ne sont pas non plus les plus commentées de manière générale, on les laisse souvent de côté. Je me souviens par exemple de ce que dit Alice Riva à la mort de Catherine Colomb. Elle a une note sur Catherine Colomb, elle l'admirait énormément, elle s'écrivait. Valérie Cossy, professeure associée en études genre à la faculté des lettres de l'Université de Lausanne. Et à la mort de Catherine Colomb, Alice Riva dit « C'est tellement dommage qu'elle n'ait pas plus porté son œuvre elle-même. Aujourd'hui, une œuvre, elle demande à être expliquée, dit Alice Riva, et Catherine Colomb ne l'a pas fait. Et personne ne va le faire à sa place. Et c'est ça, je pense, qui a aussi grevé cette œuvre, c'est que cette œuvre tellement originale, tellement spéciale, elle aurait dû être idéalement portée par l'auteur en public. Catherine Colomb, Chemin de mémoire, texte rédigé pour l'exposition nationale de 1964. Catherine Colomb, elle est vraiment impossible à comprendre. Il y a un tel fouillis de personnages, à la 15e page, on ferme le livre, on renonce. Mais bien sûr, vous savez pourquoi ? Elle ne se comprend pas elle-même. Elle écrit au hasard, sans plan, sans but. Mais pourquoi comprendre ? Est-ce qu'il ne suffit pas d'aimer ceux qui vivent à vos côtés ? La vie, est-ce qu'elle agit conformément à un plan ? Est-ce que la mémoire n'intervient pas sans cesse, créant une vie parallèle qui amène des centaines de souvenirs, de visions fugitives, des rêves, et soudain, on ne sait pourquoi, tout s'efface. Et seul subsiste pour un instant ce souvenir de pervenche autour d'une tombe ou dans un salon, le bruit mat des pétales de rose blanche qui s'effeuillent lentement sur le tapis de velours beige brodé de fils dorés. Et puis tout revient comme des vagues, le vacarme du monde entier qui galope sur ses chevaux de bois et qui accourt à l'assaut du dîner de baptême, si paisible sur la première terrasse, à l'ombre de l'orme qui laisse tomber ses feuilles tournoyantes sur la nappe filée au rouet et sur la carafe à musique, ramenée par l'étranger neuchâtelois qui joue haut aux monts indépendants dès qu'on la soulève pour servir un verre d'eau.
Qu'est-ce que Catherine Colomb nous enseigne du XXe siècle, dont elle a observé la course depuis les années 30 avec Pile ou Face jusqu'au début des années 60 avec la publication du Temps des Anges? Elle a vraiment une réflexion sur l'histoire, sur le rapport à la communauté, sur la manière dont la Suisse s'inscrit dans le monde, sur une forme d'engagement éthique. Anne-Frédérique Schlepfer. On a beaucoup parlé dans la réception critique de son œuvre de la forme, en disant que finalement le fond n'avait aucun intérêt, qu'elle ne faisait jamais que ressasser des questions d'héritage, de spoliation ou de rapports interpersonnels problématiques. Or, il y a toujours dans ces romans une réflexion sur la manière dont s'articulent le local et le global, sur la façon dont la communauté doit être repensée à une échelle beaucoup plus large. Durant, disons, presque un siècle, ces 3 romans principaux de la trilogie couvrent la fin du 19e siècle jusqu'à la fin des années 60 à peu près, des moments vraiment de révolution, de changements sociaux extrêmement importants, et elle en fait l'écho, elle oblige le lecteur à être confronté à des réalités historiques graves, au génocide des Juifs, à la guerre, aux révolutions russes, aux révolutions diverses qui traversent l'Europe à ce moment-là, à l'Amérique qui commence à prendre davantage de place, à l'Asie qui fait très peur, elle a peur de cette nouvelle ordre du monde qui est en train de s'installer et que ces romans reflètent. Il y a des scènes extrêmement fortes où des personnages extrêmement ridicules qui ne sont jamais sortis de chez eux, qui vivent sur cette petite île presque qu'est la Suisse, sont confrontés à des enfants mutilés, à des juifs qu'on refuse, qu'on refoule, à des incendies dans tout le monde. Il y a une sorte de cataclysme comme ça qui déferle, où on est confronté à notre propre aveuglement en tant que lecteur aussi. Elle nous dit qu'il faut prendre conscience du monde qui nous entoure, qu'il faut sortir de cet aveuglement collectif, de cet aveuglement historique. Elle nous enjoint à prendre part à ce monde, à ne pas rester en dehors. Et la façon dont elle écrit, ce brouhaha, cette difficulté à reconnaître les personnages, cette obligation à parfois relire ou bien à comprendre que rétrospectivement, c'est aussi une façon pour nous, les lecteurs, d'être obligés à être confrontés aux détails, à être confrontés à des éléments que les personnages du texte, en tout cas, ne veulent pas voir. Et il y a, je pense, chez Catherine Colomb, une conscience d'une forme de mondialisation. Alors qui fait référence sans doute peut-être à celle qu'on a appelée la première mondialisation, donc celle de 1900, plus ou moins. Philippe Génaud, chercheur associé en littérature française à l'Université de Fribourg. Mais il y a cette ouverture du monde qui est très très présente. Et puis on termine justement dans le Temps des Anges avec quelque chose d'un peu visionnaire, où on voit comme ça se dessiner un espèce d'immense mouvement de population, comme une espèce d'immense migration qui se mettrait en marche. Donc on a cette dimension un peu visionnaire. Donc ça, il y a une forme d'ouverture, surtout d'un monde qui devient désancré, c'est-à-dire qui ne peut plus fonctionner dans un petit milieu, un petit monde. Donc ce petit monde est en train de disparaître. Observer cela depuis la Suisse, ça a été un avantage, je pense, pour Catherine Colomb. Enfin, c'est une donnée, mais ça lui a permis de faire autre chose que ce qui se fait dans les pays qui sont directement concernés par les guerres, qui sont donc soumis de manière beaucoup plus forte aux événements directs. Et c'est ça qui fait qu'on trouve chez Catherine Colomb quelque chose qu'on ne trouve pas, me semble-t-il, pas vraiment ailleurs. C'est justement cette sensibilité à des mouvements profonds, quelque chose qui n'est pas dans les événements, mais qui est dans une évolution de la société et du monde, à laquelle, je pense, la position suisse a permis d'être attentif parce qu'elle permettait d'être un peu à l'écart. Ernest. Entre ses dents, crétin, où es-tu ? Elle portait un petit chignon gris et toujours depuis des années une sorte de bonnet noir. Pour cacher quoi ? Les brides plaquent sur les oreilles. Les mouettes, pour la première fois, sont montées du lac. Elles non plus n'ont pas d'oreilles. Sinon, elles ne crieraient pas comme ça. De temps en temps, les femmes des appartements d'en haut
avec balcon qui s'arrondissait comme un ventre, un petit salon tellement joli, tout tendu de portières d'Orient, en tranches de gâteau, tout l'appartement vaguement en tranches de gâteau. Les femmes, avec leurs criailleries, sortaient par les fenêtres. Et les maris leur jetaient du pain. Car pourquoi une femme se marie-t-elle si ce n'est pas pour être nourrie, logée, dans une des tranches de gâteau, et attrapant au vol le pain qu'ils leur jettent? Catherine Colomb, Les Malfilâtres, vol de mouettes. Au cours des dernières années, des manuscrits de Catherine Colomb, dont on ignorait l'existence, ont été découverts. D'une part, un roman prêt à être diffusé, Des noix sur un bâton, et puis Les Malfilâtres, un texte resté inachevé. Comment faudrait-il aborder ou même envisager ces deux inédits? Quand on voit le chantier des Malfilâtres, on voit bien qu'elle a tout à fait les ressources pour se renouveler. Daniel Maggetti, directeur du Centre des littératures en Suisse romande de l'Université de Lausanne. Elle recherche d'autres éléments, elle fait des lectures importantes dans différents domaines pour essayer d'imaginer une nouvelle œuvre qui certes fonctionnerait du point de vue du récit un peu comme le précédent, mais qui introduirait des thématiques tout à fait nouvelles. Et alors cette inspiration, elle vient à vous par des voix assez mystérieuses, vos personnages par exemple. Comment naissent-ils tout à coup sur le papier? Catherine Colomb, entretien accordé à la télévision suisse romande en novembre 1961, à l'occasion de la publication du Temps des Anges. Ils ne naissent d'abord que lorsque j'ai la plume à la main. Voilà, c'est la seule chose dont je suis sûre. Je ne pense jamais à rien si je ne tiens pas ma plume et si je n'écris pas. Mais quand je me mets à écrire, les personnages apparaissent comme sortant d'un brouillard. Quelques-uns, je ne les connais pas. Mais d'autres, brusquement, je les reconnais, je les ai rencontrés peut-être des années et des années auparavant. C'est tout ce que je peux dire. Et alors je crois que ces personnages se précipitent, J'ai presque pas le temps d'écrire quelquefois. Tellement les souvenirs probablement, ou je ne sais, se pressent dans mon cerveau. Alors j'écris aussi vite que je peux. Et vous couvrez des pages et des pages. Ah, des pages et des pages. J'écris des centaines de pages de ce premier jet, ce premier brouillon. Et puis, une fois que j'ai écrit ces centaines de pages, je sens que j'ai épuisé la matière, le matériau. Et alors, à ce moment-là, je vois le livre qu'on pourrait faire. Et alors, je recommence, mais sans me servir de ce premier brouillon. Quelle serait la place de Catherine Colomb dans la littérature romande du XXe siècle? Si elle a joué un rôle, c'est un rôle souterrain. Pierre-Alain Tache, écrivain et poète. C'est par son action, c'est par son attitude, c'est par sa manière de considérer son rapport à la littérature qu'elle a pu donner confiance à des gens d'ici en disant on peut aussi faire les choses ici. J'ai l'impression qu'on va quand même la lire comme un témoignage d'un moment précis de l'histoire de ce pays et qu'on va, j'espère, au moins garder le souvenir d'un style et donc d'une écrivaine de grande importance. C'était le 4e et dernier épisode de Catherine Colomb, Aux abîmes de la mémoire, une série documentaire produite par le Centre des littératures en Suisse romande de l'Université de Lausanne. Direction éditoriale, Daniel Maggetti. Interview et réalisation, David Brun-Lambert et Carole Harari, Chahut Média. Lecture, Carole Harari et musique, Nick von Frankenberg. Merci aux professeurs Noémie Christen, Valérie Cossy, Philippe Génaud, Daniel Maggetti et Anne-Frédéric Schlapfer d'avoir accepté de participer à cet épisode, ainsi qu'à Amilou Parsons, Pierre-André Riben et Pierre-Alain Tache. Nos remerciements les plus vifs vont également à Françoise Raymond ainsi qu'à Valentine Raymond et Félicie Gérardin. Enfin, nos salutations chaleureuses à toute l'équipe du Cercle littéraire de Lausanne où cette série a dans une large mesure été enregistrée.
L'œuvre de Catherine Colomb est à nouveau rendue disponible, notamment à travers la somme Tout Catherine Colomb, publiée aux éditions Zoé, et parmi les ouvrages consacrés à l'écrivaine vaudoise que nous vous recommandons, citons également Catherine Colomb, une avant-garde inaperçue, un volume collectif publié chez Métis Presse en 2017, Catherine Colomb, Un temps désancré de Philippe Génaud, publié chez Métis Presse en 2019, et Catherine Colomb, En plein et lointain avenir de Anne-Lise de la Creta, et c'est publié au Savoir Suisse en 2019. À toutes et tous, merci infiniment d'avoir suivi ce programme.